Bon après-midi à tous. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans le cadre de votre émission qui traite des faits de société, vous et moi. Le thème qui va faire l'objet de notre débat ce samedi, nous l'avons intitulé « Rivalité en milieu professionnel, jalousie ou saine concurrence ». Moi, j'aimerais bien avoir vos points de vue, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages par le numéro, à nous envoyer des messages, voilà, par le numéro qui va s'afficher dans quelques instants juste au bas de vos écrans. Sans plus tarder, je vais vous présenter les panélistes qui sont présents sur ce plateau cet après-midi. Monsieur Somo, notre consultant que vous connaissez tous. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi Audrey et merci de m'associer une fois de plus à ce débat qui j'espère sera très intéressant parce qu'en réalité avant de venir ici on échange avec quelques personnes. Oui. Qu'est-ce que cette semaine de quoi s'agira-t-il? Oui. Et puis comme ça ceux qui ont le privilège d'être à côté de nous on leur donne un petit chicha. On va parler. Vous faites le débat avant le débat. Voilà, tous les samedis. C'est un débat avant le débat. Donc voilà. Apparemment ça va être très intéressant. Je connais beaucoup de personnes qui sont actuellement scotché. Oui. Mais je pense à une personne, Rebecca. Alors attention, pourquoi tu ris? Rebecca qui a promis être avec nous aujourd'hui. Oui. Et nous suivons particulièrement parce qu'elle n'a pris cette émission que par des commentaires. Elle dit aujourd'hui je serai avec. Elle va suivre. Ah oui, voilà. Voilà, on va faire un coucou à Rebecca qui est certainement en train de nous regarder. Elle nous regarde en ce moment. C'est toujours des prénoms de femmes, bizarrement, Monsieur Saumon. Étrange. Madame Chouala, bon après-midi et bienvenue. Je veux rappeler que vous êtes gestionnaire et présidente des femmes de Camille. Je peux citer le nom de la société sans publicité, bien sûr. Bon après-midi, merci d'être là. Bon après-midi Audrey, c'est un plaisir toujours renouvelé d'être associé effectivement au débat que vous organisez les samedis et voilà. Donc je vais particulièrement dire bonjour et surtout oui c'est très important non à Monsieur Eidi Joël qui est qui est en train de nous regarder, on espère bien. Oui, parce qu'en fait il m'a dit la dernière fois qu'on s'est vu, c'est un responsable de département dans notre entreprise. Madame Chouala, je vous vois plus à la télé qu'en physique, voilà. J'ai dit ah ouais, c'est bien, vous êtes un fan alors finalement. C'est bien, donc ça veut dire qu'il vous regarde. Ça veut dire qu'il regarde, voilà. Donc je suis très contente et je lui fais un coucou particulier. Voilà. On a Jean-Paul Ngoumou qu'on reçoit pour la première fois sur ce plateau. Il est cadre supérieur au port autonome de Douala, auditeur, président du syndicat des travailleurs du port autonome de Douala, délégué du personnel, élu représentant du personnel au conseil d'administration. C'est bien ça? C'est bien ça, merci Audrey. Bon après-midi et merci d'être parmi nous. C'est un plaisir pour moi. Voilà. Est-ce que Maître Bondier a déjà un micro? Oui, voilà, Maître Bondier, bon après-midi et bienvenue. Merci, bon après-midi à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir que je sois sur votre plateau tout en rendant hommage à ces patriotes qu'on a enterrés ce jour. Voilà. On a une pensée pour Charles, docteur Charles Atebaïné, qui a été inhumé ce jour. Voilà. Et même l'apéro de Manga. L'apéro de Manga aussi. Voilà. C'est un peu pour ça que je suis à noir. Ah d'accord, ok. Information. Bonne information, voilà. Alors, on va entrer de plein pied dans le débat. Quelles peuvent être les causes des rivalités en entreprise? Monsieur Saumon, je vous pose la première question. Oui, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais souhaité qu'on clarifie cette fois-ci, qu'on clarifie un certain nombre de concepts, comme tu aimes à dire, toi et moi avec, pour que tous ensemble nous soyons au même niveau de tous, oui. Au même niveau de compréhension, pour qu'ensemble nous sachions exactement de quoi nous parlons. Oui. Là, on dit dans le milieu professionnel. Le milieu professionnel, qu'est-ce que c'est? C'est très important. En fait, j'entends ici par milieu professionnel l'environnement humain de travail. C'est-à-dire que l'ensemble des personnes avec lesquelles on est au sein d'une entreprise ou d'une administration. Et ce qui est important aussi à savoir ici, c'est la nature des rapports qui unissent ces personnes dans ce microcosme social qui constitue l'entreprise ou l'administration. Alors, à un point précis, chacun au sein d'une entreprise entretient deux types de relations. Il y a des relations dites horizontales, il y a des relations verticales positives et des relations verticales négatives. Alors, ce que j'entends ici par relation horizontale, c'est, Audrey, si vous êtes dans une entreprise, chef de service, par exemple, je parle sous le contrôle de personnes suffisamment avisées. Jean-Paul Ngoumou, Maître Bondier, Madame Chouala. Voilà. Donc, alors, au sein d'une entreprise, si vous êtes, par exemple, chef de service, vous entendez par collègue avec qui vous entretenez des relations horizontales, toutes les personnes qui se trouvent au même niveau de responsabilité que vous. Ça, ce sont vos collègues. Ça, c'est très bien à préciser. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle collaborateurs? Les collaborateurs avec lesquels on entretient des relations verticales négatives, en réalité, c'est l'ensemble des personnes
qui appartiennent à l'entreprise, mais qui d'une façon ou d'une autre sont sous votre responsabilité. Voilà, c'est par exemple des chefs de bureau, c'est des cadres qui travaillent dans un service que vous chapeautez, par exemple. Oui. Maintenant, il y a des relations verticales positives. Donc, on appelle ça généralement la hiérarchie. Parce qu'à votre niveau de responsabilité, vous avez sûrement des personnes qui sont plus haut placées que vous. Oui. Bon, avec toutes ces personnes, donc, il y a un ensemble de relations qui se nouent et qui conditionnent les rapports humains. Oui. Je vais dire que les entreprises au Cameroun, comme partout ailleurs, que ce soit dans l'administration privée ou dans l'administration publique, sont bâties sur un modèle pyramidal. C'est-à-dire que vous avez comme une pyramide comme ça, avec un effectif large à la base et très très pointu au sommet, parce que généralement c'est occupé par le directeur général, enfin le directeur. Alors, il y a une forme, il y a une direction d'ascension. C'est-à-dire qu'on quitte de la base pour aller vers le sommet. Oui. Alors, vous comprenez que plus on monte, plus ça se rétrécit. Plus on monte, plus ça se rétrécit. Et du coup, donc, ça devient donc une concurrence, si vous voulez, une compétition pour partir de la base où on est et chercher à atteindre le sommet. Oui. Bien sûr, il y a un certain nombre de critères qui vont entrer en jeu, l'expérience professionnelle, les qualifications, etc. etc. Quand une entreprise est suffisamment bien organisée, les procédures sont bonnes, mais malheureusement, quand ce n'est pas le cas, Oui. Il y a beaucoup de problèmes. Hein. alors, madame, tu vois là, c'est de quoi je parle. Maintenant, pour revenir à ma question, hein, M. Somo, quelles peuvent être, merci déjà pour ces clarifications, quelles peuvent être les causes des rivalités en entreprise? Bien, dans toute entreprise, ça j'ai commencé à répondre à cette question, Et vous allez les continuer, rivalités viennent du fait que les postes de responsabilité ne peuvent pas être acquis à tout le monde. C'est-à-dire que le besoin naturel d'ascension des uns et des autres crée ce qu'on appelle la compétition. Et une fois que la compétition est créée, du coup, on regarde l'adversaire autour de soi. Je mets adversaire entre guillemets. Donc, toute personne qui soit en dessous, dans le cadre des relations négatives ou dans le cadre des relations horizontales, est potentiellement quelqu'un qui peut accéder à un poste plus haut auquel moi-même j'aspire. Dans cette logique relationnelle, forcément, les uns et les autres vont se regarder en se défiant, en essayant autant que faire se veut de monter tout en retenant ceux qui, d'une façon ou d'une autre, peuvent occuper des responsabilités auxquelles nous aspirons légitimement. Voilà, voyons voir si les autres panélistes partagent le même avis que vous, M. Somo. Jean-Paul Ngoumou, à votre avis, cause de rivalité en entreprise? Oui, il a assez bien présenté la situation. Bon, ce qu'il faudra ajouter, c'est d'abord définir un peu ce que c'est que la rivalité. Si ça a été fait dans ce cas précis, la rivalité qui est la concurrence de personnes ou d'une manière générale d'États qui prétendent aux mêmes avantages. Donc, en entreprise, ce que je n'ai pas ajouté par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des rivalités qui naissent effectivement du fait qu'on a envie de la place de l'autre. Il y a également des rivalités qui naissent de ce que nous avons des besoins à satisfaire. On ne peut pas aspirer à la place de l'autre, mais on veut occuper un poste plus rentable, où on a des avantages assez substantiels. Donc ça fait qu'à un moment donné, il y a une forme comment dirais-je, non, même pas de concurrence. Il y a une forme de recherche de cette envie qui fait que les gens se déplacent vers cela. Je vais donner un exemple simple. Vous avez par exemple un poste de caissier. Et on se rend compte que le poste de caissier, ça donne d'énormes avantages. Donc vous aurez des agents qui seront plus portés à aller vers ce poste et, ce faisant, à essayer d'écarter ceux qu'ils sont. Voilà. Madame Chola, quelque chose à rajouter? Oui, en fait, moi, je vais identifier les causes, finalement, de la rivalité sur deux aspects. Ce sera d'abord les causes dites endogènes, qui sont liées à la personne. C'est-à-dire qu'on va avoir comme ça le côté compétence, qui va osciller autour du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. C'est-à-dire qu'il faut avoir les compétences nécessaires pour être dans un poste, mais aussi il faut pouvoir le manifester par le travail professionnellement bien fait, mais aussi la façon de se comporter avec les autres. Maintenant, je verrai à côté les causes qu'on pourrait dire ici exogènes par rapport aux conditions dans lesquelles on travaille, les conditions de travail, qui ici peuvent être une source
finalement de rivalité. Parce que certains sont bien installés, d'autres ne le sont pas. Du coup, ça suscite une envie d'être à la place de l'autre et des antagonismes se naissent par la suite. Voilà, donc je vais identifier comme ça juste ces deux approches et au fil des échanges qu'on aura, on va développer. Maître Bondier, est-ce que ces rivalités-là peuvent être une plus-value pour l'entreprise, à votre avis? Oui, avant d'y entrer, Audrey, je voudrais élargir un peu la définition. D'accord, la définition. La définition qu'a donnée le professeur Somo tout à l'heure, parce que ne prenons pas les rivalités comme si c'était quelque chose de négatif. Nous naissons avec les rivalités. C'est un peu le départ même de l'être humain. Parce que nous avons ces rivalités à nous. Les rivalités, en fait, c'est quoi? C'est soit des conflits d'intérêts, soit des conflits inhérents à un poste. Et à, comment pourrais-je dire? C'est des conflits internes. Donc, je dis qu'il y a trois catégories. Il y a des conflits qui peuvent être inhérents même à la personne lui-même. C'est-à-dire que ce qu'on veut avoir, et on n'a peut-être pas les capacités de l'avoir, parce qu'on cherche toujours. Vous savez que le départ de tout ça, c'est dans ce qu'on a appelé la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que chacun veut le mieux-être. Et dans ce mieux-être, il y a un conflit qui naît avec les autres. Par exemple, s'il y a peu de nourriture, certains vont chercher à écarter les autres pour avoir accès à cette nourriture. Et c'était ça l'état de nature, pour qu'on revienne à la société et qu'on puisse canaliser effectivement toutes ces agressivités, ces rivalités, qui peuvent être d'idées ou conflictuelles, comme je l'ai indiqué. Ça peut être des rivalités, comme le thème l'indique, dans le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel, on peut se retrouver soit au sein de l'entreprise, dans des conflits internes à l'entreprise. Ça peut aussi être des conflits avec d'autres entreprises. C'est une entreprise qui est concurrente à une autre entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est, à mon sens? C'est la recherche du bien-être. C'est-à-dire qu'à un moment, on montre de l'agressivité par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on a vu. Un poste, par exemple, ou, comme il a dit tout à l'heure, des avantages qu'on aimerait avoir pour son mieux-être. Et c'est dans les doses d'agressivité qu'on va voir s'il y a une saine concurrence ou une mauvaise concurrence. Parce que dans cette dose-là, si vous utilisez les moyens idoines, les moyens légaux pour atteindre votre objectif, vous êtes dans une concurrence saine. Mais si vous utilisez des moyens illégaux pour atteindre votre objectif, vous êtes dans ce qu'on peut appeler la concurrence malsaine, déloyale. Et donc, quand vous me posez, est-ce que ça a un avantage? D'abord, le premier avantage, c'est de galvaniser la personne. C'est-à-dire que ça vous pousse à vous surpasser. Ça vous pousse à sortir de vous-même, à avoir des qualités exceptionnelles. Parce qu'on ne convoite pas seulement par les maladresses, je l'ai défini tout à l'heure. On convoite aussi parce qu'on est le meilleur. Donc on fait tout pour être le meilleur et mériter un poste. Par exemple, pour être directeur général, il faut accomplir, il faut être ceci, il faut être cela. Mais il n'y a pas que les compétences sur le plan académique, il y a les compétences humaines. Et on revient ici, comme on avait défini l'éducation, je crois, un de vos thèmes, justement à la formation physique, intellectuelle et morale. Donc ces qualités, ces aptitudes et attitudes qu'on acquiert permettent donc maintenant de vivre, d'avoir le mieux-être. Et dans ce mieux-être-là, on est en concert avec les autres, on est en compétition permanente avec les autres, et c'est les qualités qu'on a, physiques, intellectuelles, morales, qui peuvent nous permettre soit d'être qualifiés de concurrents loyaux, soit de rivales déloyaux. Voilà, donc ces rivalités-là, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, ces rivalités-là peuvent être un avantage, une plus-value pour l'entreprise. Doivent même être un avantage mieux canalisé. Mais mal canalisé, effectivement, c'est un jeu d'intérêt qui, comme on le dit au football, sans règle, ça devient le coup de poing. Et on rentre donc à ce moment-là dans l'état de nature où le plus fort mange le plus faible. La jungle. La jungle. Voilà, monsieur Somo. Non, je suis parfaitement d'accord avec Maître Bondier, sauf qu'il faut rajouter ici que dans cette perception presque manichéenne du monde, c'est-à-dire qui sous-entend une concurrence permanente et continue pour la recherche du bien-être, on serait tenté de penser que lorsqu'il y en a pour tous, il ne devrait pas avoir de concurrence. On se comprend. C'est-à-dire que, par exemple, au sein d'une entreprise, on suppose que si chacun a trouvé une place au sein de l'entreprise, il n'y a pas de raison fondamentale que les uns fassent concurrence à d'autres. Bien. Il se trouve malheureusement que par essence, c'est-à-dire de façon essentielle, l'être humain tend vers un perfectionnement permanent. Et dans la recherche de ce perfectionnement permanent, il ne pose pas comme référent sa propre personne et ses objectifs,
il y a toujours un œil ouvert sur l'autre. Qu'est-ce que l'autre est par rapport à ce que je suis? Et du coup, cette logique d'ascendance que les uns et les autres recherchent ne se limite pas à accéder à un poste de responsabilité et s'y contenter. À partir du moment où, dès qu'on a atteint une certaine responsabilité, on a l'impression que les gens veulent, ils dorment là-dessus. Donc l'objectif n'est pas d'aller le plus loin possible, mais c'est d'être plutôt au-dessus des autres. C'est-à-dire que le sentiment de victoire, de domination permanente qui anime les uns et les autres font que dans le cadre d'une entreprise, les gens cherchent à rabaisser les autres, non pas parce qu'il y a l'intérêt qui est en jeu, mais en réalité parce qu'ils veulent s'affirmer comme étant la personne essentiellement dominante. Voilà, c'est cela qui peut, à un moment donné, enlever toute valeur à la concurrence dès lors qu'elle s'appuie. Non pas sur un ensemble de sauts qualitatifs qu'on veut mener collectivement dans le sens de mener l'entreprise vers des objectifs définis, mais en réalité, c'est une propension à monter une propension, j'allais dire presque égoïste, à s'affirmer comme les autres, étant la personne dominante. Voilà. Est-ce que les patrons, Jean-Paul Goumou, est-ce qu'il y a des patrons qui, sciemment, eux-mêmes pourraient susciter ces rivalités-là? Dans tous les cas, là, nous avons posé le problème d'une manière à peu près théorique. Et je pense qu'il faut le ramener vraiment dans le cadre de l'entreprise, dans la pratique. Donc, la rivalité peut être suscitée. Elle peut être suscitée de deux manières. D'une manière négative et d'une manière positive. La manière positive, c'est celle que vient de décrire Monsieur Soumou, et qui est donc une émulation qui encourage donc à innover, à se surpasser, à primer le mérite. Et le négatif, c'est justement quand vous avez un certain nombre de personnes en poste, parce que c'est qu'il faut savoir, vous avez posé la question sur les causes tout à l'heure, il faut tenir compte du fait que, ce qu'on recherche d'abord, c'est le poste. Donc on regarde le poste de l'autre, parce qu'on a envie. Et cela tient à quoi? Cela tient au salaire. Le salaire qui a pour corollaire donc le pouvoir d'achat. Donc on veut améliorer notre quotidien. Donc on est sans cesse poussé à être à la place de l'autre. Donc cette envie-là fait que celui qui est en poste, deuxième élément qui intervient, la compétence, comme évoqué Madame tout à l'heure. S'il est compétent, il n'y a pas de souci particulier. Mais s'il y a des failles ou s'il est limite, il va créer une situation telle que vous ne puissiez pas avancer. Si là à côté, il a quelqu'un de compétent, il y a des dérives. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple un directeur qui va désigner un responsable, on pose comme ça, de carburant. Un petit agent qui s'occupe du carburant, de la distribution du carburant. Et vous avez en dessous peut-être un directeur adjoint. Sauf que pour qu'il ait du carburant, il faut qu'il s'adresse au chef de bureau. Il y a une espèce d'inversion qui fait que finalement, c'est le chef de bureau qui tient le directeur adjoint. Et cette situation fait que le directeur, parce qu'il sait qu'il ne passera jamais par le directeur adjoint qui met à l'écart, faire remonter le chef de bureau, qui se croit donc à un moment donné supérieur, légal, ou tout au moins de ce directeur adjoint. Et cette situation-là est très très négative. C'est des situations courantes en entreprise, parce que les entreprises, nos entreprises, pêchent par manque d'organisation, par manque d'objectifs, surtout de rentabilité. Donc vous vous retrouvez avec un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas faire face à des situations d'évolution. Et qu'est-ce qui se crée? C'est la jalousie. C'est donc cette concurrence négative, même pas de concurrence en réalité. C'est une situation qui est créée et qui malheureusement impacte sur l'entreprise d'une manière générale. Voilà. Donc ces rivalités peuvent en quelque sorte écorner l'image de l'entreprise auprès des usagers. Madame Chola? Oui, je pense que ces cas de fugue qui ont été développés par les uns et les autres des panélistes font qu'on a une lecture vraiment qui ne me semble pas très très positive dans le cas de l'entreprise, parce qu'effectivement il y a une image qui doit être reflétée à l'extérieur et qui effectivement n'est pas, si elle n'est pas bien gérée, s'il n'y a pas un bon management en dessous, ce sera criable. Alors je m'explique, parce que en fait tout à l'heure quand j'ai parlé des causes endogènes et que j'ai évoqué comme ça la compétence, ça revient sur la table. Même si on a une vision de pouvoir se faire le maximum d'argent, il faut quand même avoir la compétence nécessaire pour être au poste. Alors donc, très souvent, les personnes qui sont sujets ou alors qui sont précurseurs finalement des conflits, ce sont les personnes qui se sentent suffisamment incompétentes.
Dans quelle mesure? Dans la mesure où elle veut un poste qui n'a rien à voir avec... Elle n'a pas les compétences suffisantes pour pouvoir être à ce poste. Et donc, du coup, il faut créer des situations compliquées autour de la personne qui mériterait bien le poste. Et que finalement, elle ne soit pas vue positivement pour être à ce poste. Alors donc, pourquoi? Parce que, en fait, on a envie de plaire au patron. C'est des cas de figure qui sont assez réguliers en entreprise. On veut plaire au patron. Et on voudrait absolument accéder à un poste qui est déjà probablement occupé. Mais il faut montrer que la personne qui occupe ce poste n'a pas la compétence nécessaire. C'est-à-dire, il suffit d'un élément pour dire, ouais, finalement, cette personne qui est à ce poste-là n'a pas les capacités, n'a pas les compétences. La preuve en est que sur tel domaine, j'ai été capable de faire mieux. C'est-à-dire qu'on part juste sur un élément aussi banal pour estimer être à la hauteur pour le poste et que la personne doit finalement partir. Des cas vraiment patents. Pendant les congés, une personne remplace une autre et du coup, elle estime que parce qu'elle a remplacé cette personne, elle a les compétences nécessaires pour remplacer définitivement cette personne et que celle-là doit être complètement enlevée du poste. Alors, est-ce que finalement, cette compétition qui est impulsée par le responsable, parce que finalement, ça se voit, ça se perçoit bien que le responsable hiérarchique encourage, entre guillemets, ce comportement, parce que finalement, il faut bien qu'on atteigne les objectifs. Mais s'il faut atteindre les objectifs en passant par ces moyens-là, bon, ça l'arrange puisque finalement, on atteint les objectifs. Mais en dessous, il y a une rivalité qui s'installe. Parce que celle qui est partie en congé et qui revient et s'aperçoit que, ouais, finalement, on a, on va dire quoi, envahi son espace, n'est pas contente. Elle ne sera pas contente de laisser l'autre faire. Alors, l'image qui rebondit donc et qui est remise au grand jour, c'est que c'est malsain. C'est une rivalité qui est malsaine, même si finalement les objectifs sont atteints. Et quel peut être l'impact sur le climat social même de l'entreprise? Mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que les personnes se retrouvent à se déchirer. Les employés qui se bagarrent, parce que finalement, c'est clair que tel, par rapport à l'autre, a plus de compétences, mais comme elle veut vendre une image devant l'employeur ou alors devant le patron, qu'elle est plus compétente que celle qui a le poste, finalement, ça crée des problèmes, ça va même plus loin. Il y a des gens qui perdent leur vie. Oui, comme ça. Ça existe dans les entreprises. Voilà, donc les objectifs sont peut-être atteints. Il y a des personnes qui vont trouver que c'est exagéré, mais il y a des cas. C'est des cas qui sont existants en entreprise. C'est des cas vivants en entreprise. Voilà, donc de toutes les façons, ce qui est clair, c'est que malheureusement, l'entreprise va évoluer parce que les objectifs sont atteints, on va vendre, on va atteindre les chiffres faramineux, mais derrière, c'est un climat malsain. Le climat est malsain. Les gens sont incapables de se dire bonjour le matin. Parce que, on veut absolument prendre le poste de l'autre. Les employés se regardent en chien de faïence. Tout à fait, en chien de faïence. Et à la moindre erreur, ou alors, si vous êtes un peu moins éveillé, mais on va vous nuire. Maître Bomgé. Oui, je voulais revenir d'abord pour dire que ces rivalités ne sont pas seulement d'un sens. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. L'exemple qu'il a donné tout à l'heure par rapport au carburant, je dis que pour réglementer, comme je l'ai indiqué au début, nous naissons avec cette agressivité. N'oublions pas que l'homme est un animal, mais un animal pensant. C'est-à-dire que chacun cherche le mieux-être dans tous les cas possibles. Mais pour réglementer cela, c'est pour ça que nous sommes en société. Et ce qui caractérise la société, quand je dis société globale, y compris les entreprises, c'est la réglementation. C'est-à-dire que les textes sont pris pour dire vous pouvez faire ceci si vous avez cela. Il y a des limites qui sont exigées aux êtres humains. Sinon, nous tous, on déborderait. S'il n'y avait pas de limites, je pouvais prendre la parole et terminer l'émission seul. Vous voyez, donc il faut à un moment donné cadrer, dire à chacun ce qu'il peut faire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose est que dans ces rapports, à l'intérieur, je me fonde, à l'intérieur de l'entreprise, il n'y a pas que les subalternes qui envient les postes de ceux qui sont au-dessus. Il y a aussi que ceux qui ont certains postes hiérarchiques empêchent aux autres d'évoluer. Par exemple, dans la simple collaboration, il y a des gens qui font des rapports bien outillés, mais que son supérieur hiérarchique n'ose pas transmettre plus haut, peut-être parce qu'il est plus compétent que lui, et qu'on remarquerait les qualités de celui-là et il serait remplacé. À ce moment, donc, il entre en conflit direct avec son subalterne et empêche celui-ci soit d'évoluer, soit de partir plus avant. Ça crée aussi ce que je peux dire ici, la mauvaise
émulation dans l'entreprise. Il faut aussi dire, elle a indiqué tout à l'heure qu'il y a des morts d'hommes. Oui, quand il y a rivalité, quand il y a agressivité, nous limitons dans le cadre du travail, mais cette agressivité, c'est ça qui cause les guerres. Que ce soit au niveau des familles, vous connaissez la rivalité entre époux, vous connaissez la rivalité, c'est qu'un groupe. Et pour comprendre mieux ces phénomènes, il faut peut-être le transposer dans une équipe de football, qui est censée être une équipe collective. C'est-à-dire que les gens se passent les ballons pour marquer. Imaginons un seul instant que dans cette équipe de football, certains ne veulent même pas se parler, se rapprocher. On a connu ça avec notre équipe. Et à ce moment-là, quelqu'un a le ballon, il préfère peut-être donner à l'adversaire qu'à vous donner. Ça nuit à l'entreprise. Donc pour la cohésion de l'entreprise, d'abord le respect des textes. Et puis comme je l'ai indiqué tout à l'heure, elle a dit d'ailleurs, la compétence, c'est vrai, mais il y a un autre élément qui, au-delà de la compétence, c'est les aptitudes, c'est les attitudes. C'est-à-dire que se comporter en être humain, savoir que nous sommes là pour la même cause, les mêmes objectifs, et qu'au bout du compte, ce que chacun reçoit, c'est sa part qu'il mérite. Et là aussi, il faut qu'on restitue aux travailleurs ce dont ils méritent. Parce que s'il a la sensation qu'on l'exploite, on lui fait jouer un rôle et qu'il ne gagne pas assez, cette rivalité-là va se transformer. Non plus dans le sens d'aller plus en avant, de produire plus, mais en haine, en colère et en destruction. Alors, Jean-Paul Ngoumo, au-delà de la gestion des questions des droits des travailleurs, est-ce qu'il vous arrive de gérer des questions de rivalité au sein de votre entreprise? Oui. Oui. Vous avez eu des cas patents? Oui, et de différentes sortes d'ailleurs. Ça, c'est entre collaborateurs et même entre collègues de niveau égal, quoi. Et ça revient toujours sur le problème que Maître évoquait tout à l'heure, sur le problème de la responsabilité et le problème de la domination. C'est-à-dire que vous avez à un moment donné des gens qui ont une même formation, qui sont entrés en même temps. Pour peu que l'autre a un poste plus élevé, il se met à maltraiter pratiquement une autre. C'est le cas d'une jeune dame là qui n'arrivait plus à... Parce que sa collègue a été nommée au-dessus d'elle. Et qui s'est mise... J'étais sûre que c'était une femme. Non, il n'y a pas que ça. Qui s'est mise à lui faire des malheurs. Bon, on a été obligé d'agir de manière très très forte. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les sociétés d'État, tout ce qu'on appelle là tout à l'heure, vraiment, c'est quasiment l'idéal. C'est pire dans les sociétés d'État où il n'y a pratiquement pas de bonne organisation et où on n'a pas eu de visibilité. Donc vous avez, dans ma société par exemple, parce que je peux parler que d'elle, vous avez à différents niveaux des gens qui sont nommés. Vous avez une entreprise à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que vous avez des groupes qui travaillent, d'autres qui sont là à longueur de journée, à qui on prive d'ailleurs le travail. Parce que quand vous avez un responsable dont on estime, nous, en dessous, qui ne fait pas le poids, qui ne répartit pas le travail. Et comme la fixation, je vous ai dit tout à l'heure, la détermination des objectifs n'est pas claire, les uns et les autres se perdent dans ce qu'ils font. Donc à longueur de journée, à longueur de temps, l'entreprise perd de l'argent et n'est même pas compétitive. Donc ce qui se passe généralement, on arrive donc dans ce genre de situation, vous avez des personnels très très compétents en dessous, qui font des pieds et des mains pour s'élever, mais qu'on essaie toujours de maintenir au même niveau, voire qu'on évite pour ne pas être vu, comme disait Maître. Et donc on a ces situations-là, on a des situations beaucoup plus graves d'ailleurs. À l'heure actuelle, on est en train de vouloir faire un mémo à ces différents sujets. On a été saisis, surtout qu'on s'est rendu compte que nous, on était un peu plus actifs que les autres. Donc il y a des complaintes qui viennent de part et d'autre. Madame Chola, dans votre entreprise, vous avez des cas de rivalité? Alors, il faut dire que par le passé, j'ai été déléguée du personnel. Je ne le suis plus aujourd'hui. Mais il y a des cas de figure qui sont assez relevés et qu'on est amené, ou alors que moi j'ai eu l'occasion de gérer, effectivement. Parce qu'il se trouvait que dans le même service, les personnes ayant le même niveau et les mêmes compétences, on a choisi un parmi qui est devenu le responsable de tous. Et c'est justement les politiques RH qui sont interpellées ici parce que c'est pas toujours de bonne guerre qu'il faille aller dans ce sens. Parce que même si on est dans la même équipe et que finalement il y a quelqu'un qui s'élève, la difficulté c'est de pouvoir gérer ses collaborateurs avec qui s'asseyait au bar pour prendre une bière, avec qui se retrouvait au restaurant. C'est compliqué de pouvoir
aujourd'hui avoir la casquette de je suis votre responsable hiérarchique. Parce que la mémoire a du mal à gérer la différence. Et donc, du coup, justement, à ce niveau, ça devient difficile pour celui-là qui est devenu chef. Parce qu'il faut absolument dissocier cette vie du passé et cette vie actuelle, mais aussi pour les collaborateurs qui ont aussi du mal à faire la scission entre le management qui était fait avant et l'entente et on va dire quoi, le côté amical à la limite ou alors cordial qu'il y avait entre les collaborateurs. Alors donc, du coup, il est difficile de pouvoir mener à bien les objectifs qui nous sont assignés. Alors, d'autre part, il y a ce côté où, finalement, on a du mal à encaisser qu'une personne qui est plus jeune vienne d'un service et qui vient manager des personnes qui sont anciennes, parce qu'elles ont non seulement, finalement, une expérience, mais aussi on estime que celle qui vient d'arriver, qui est plus jeune, qui vient d'ailleurs, on n'a pas trouvé au sein de l'équipe qui était présente une personne suffisamment compétente. Donc, pour dire que quoi? Pour dire que la difficulté de gérer ce genre de comportement, il faut dire qu'elle est là. Elle est là, mais il faut absolument faire la part des choses. Et je disais tout à l'heure que les politiques RH sont interpellées ici. Parce que dans les politiques RH, il faut absolument développer la politique de recrutement, voir qui on recrute, la politique de formation pour donner les chances à tout le monde, et la politique d'intégration. La politique d'intégration, pourquoi? Parce qu'on vient d'arriver dans une entreprise, on ne maîtrise pas tous les rouages de l'entreprise. Donc, en fait, à tous les niveaux, il faut pouvoir insérer la personne. Aider la personne à s'intégrer. Absolument. La gestion des carrières, d'ailleurs. Voilà. Et par ailleurs, la gestion des carrières. Parce que vous naviguez à vue, vous êtes à un poste, vous ne savez pas dans combien de temps vous allez partir du poste. Il y a des gens qui restent 20 ans, 25 ans au même poste. Et il n'y a même pas de vision de changement, encore moins une augmentation conséquente de salaire. Parce qu'on peut être à un poste, on s'y plaît, mais finalement, il faut une progression. Voilà. Donc, tout ça doit être managé par les politiques RH pour que l'employé se sente un minimum à l'aise et que ça ne suscite pas effectivement cette rivalité qui est permanente. Monsieur Somo, oui. Vous avez déjà été victime de rivalité. Moi, j'appartiens à l'administration publique. C'est vrai que le frangin a dit tout à l'heure que c'est le milieu le moins organisé. Je ne pense pas. Je ne pense pas tant que ça. Je crois que les problèmes qu'il y a dans l'administration publique sont les mêmes qu'on retrouve dans l'administration privée et parfois avec un pic de cynisme dans l'administration privée. Dans les boîtes privées, il y a des choses inacceptables qui s'y déroulent. Non, ce que je voudrais dire, c'est la condition de vie, la condition d'une cohésion sociale au sein d'une entreprise, c'est le caractère impersonnel de cette administration. Qu'est-ce que j'appelle le caractère impersonnel? Maintenant, tu as parlé des politiques qui doivent être mises sur pied. Ces politiques sont probablement gérées par des hommes. Mais elles doivent justement être détachées de la mentalité des hommes pour être des réalités impersonnelles. Ça veut dire que quoi? Au sein d'une structure, il y a la notion de compétence et d'organisation. Il est établi que pour occuper un certain poste de responsabilité, il faille avoir X ou Y compétences. Et que, du coup, qu'on puisse, dans le cadre d'entreprise, avoir les personnes qui légitimement, normalement et logiquement peuvent aspirer à une telle responsabilité. Et cela ne doit pas émaner de la volonté d'un tiers, fût-il le manager général de l'entreprise. Cette forme impersonnelle de l'entreprise suppose qu'au moment du recrutement, on sait déjà, dans le cadre de ce qu'on appelle une perspective de carrière, les différentes étapes, les différents paliers qu'on pourra occuper un jour dans l'entreprise. Et comme on le sait déjà, on le sait à partir des compétences qu'on a, mais également à partir de ce qu'on produit à l'entreprise, qui doit être compacté dans une forme, n'est-ce pas, dans une forme très très impersonnelle, comme on dit, et qui en aucun cas ne dépend du jugement de X ou de Y. Dans l'administration publique, par exemple, il y avait ce qu'on appelait les bulletins de notes. Les bulletins de notes. C'est-à-dire que vous êtes à un poste de responsabilité, ou bien vous êtes à un certain poste,
chaque année, vous remettez à vos 3 supérieurs hiérarchie directe un bulletin dans lequel il dit vous avez été assidu, vous avez bien travaillé, vous avez la note 15, 17 sur 20. Et de cette note dépendront votre ascension dans la fonction publique. Et du coup, parce que Maître Bondje et moi, qui sommes dans la même administration, nous allons tous... Il y a Audrey qui nous intéresse. Non, il y a Madame Chouala qui nous intéresse. Et entre-temps, on s'est cogné quelque part. Et il se trouve que mon bulletin de notes se trouve sur son bureau. Qu'est-ce qu'il fait? Vous pensez qu'il va me filer 19 sur 20? Et pourtant, cela n'est pas établi que dans le cadre de la rentabilité, je suis si incompétent ou que je suis si improductif que ça. Il faut que cela sorte, n'est-ce pas, des décisions des personnes pour être des réalités non affectées à la mentalité ou aux perceptions des uns et des autres. Dans le cadre de vos entreprises privées, je vais vous dire, la concurrence, à mon sens, lorsqu'elle est appelée concurrence, c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est-à-dire que les uns et les autres recherchent la meilleure performance possible. Ça ne peut être que positif pour l'entreprise. La rivalité suppose l'opposition entre les personnes en dehors des intérêts de l'entreprise. C'est-à-dire que si par exemple, je prends l'exemple de votre rang, un exemple comme ça, terre à terre, par exemple, vous travaillez dans une télévision, vous présentez une émission, elle est bien vue, au niveau de l'audimat, cela a pris une certaine ampleur. Alors, quelqu'un, une autre personne, je ne sais pas qui, dans la boîte, estime que, bon, ah non, pourquoi est-ce qu'on parle trop? Pourquoi parlerait-on trop de cette personne? Pourquoi ne parleront pas trop? Et du coup, recherche des voies et moyens. Non pas pour créer une émission qui soit au niveau de l'audimat supérieur à la tienne, mais cherche plutôt à la détruire pour prendre le dessus. Et voilà ce qu'on appelle des rivalités qui sont logiquement malsaines pour une entreprise. Tandis que la concurrence, c'est la recherche de la performance au profit de l'entreprise. Voilà. Je voulais ouvrir cette... Maître Bondje, vous avez un cabinet, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui, des cas de rivalité dans votre cabinet? Ben, je voudrais, avant de dire rivalité, parce que chez les avocats, les rivalités sont tous les jours. Oui. Mais des saines rivalités. Pourquoi je dis tous les jours, je parle de saines rivalités? Parce que lorsque vous voyez un procès, vous voyez toujours qu'il y a le pour et le contre. Chacun, nous sommes là en conflit d'intérêts. C'est-à-dire que je défends mon client d'une certaine manière, l'autre cherche à l'enfoncer d'une certaine manière. C'est le conflit de tous les jours. Mais ce qui fait la concurrence saine, la saine concurrence, comme vous l'avez indiqué, c'est parce que chacun utilise ici les armes légaux. C'est-à-dire ce que les textes ont prévu. Les armes légales. Les armes légales, merci. Ouais, parce que les armes légales, merci pour ça. C'est passé inaperçu, hein. Il a fallu que vous... Non, il a raison. Et donc à ce niveau-là, on peut parler des rivalités avec avantage. Parce que ça permet ici de faire éclore la vérité. D'ailleurs, Héraclite le disait, c'est dans les contraires que se trouve la plus belle harmonie. C'est dans les contradictions qu'on sort généralement la perfection. Et donc, les rivalités ne sont pas toujours mauvaises. Mais pour revenir à tout à l'heure au débat qu'il développait et qu'on voyait de l'autre côté, c'est que quand vous entrez dans des institutions internationales qui sont différentes de notre magouille publique, cafouille public ou privé ici, vous trouvez qu'avant même le recrutement, on a organisé l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle le poste, le profil de l'emploi et la qualification de celui qui doit occuper le poste. Donc on a déjà déterminé ces 3 aspects et on fixe les objectifs à assigner à celui qui sera recruté. Une fois que vous êtes pris, vous devez respecter tous ces canevas. Or ici chez nous, parfois on recrute parce que c'est un frère. On recrute parce qu'on veut à travers ça faire sa campagne électorale. Bref, on ne respecte rien. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'au sein de l'entreprise, non seulement ces objectifs sont assignés, mais il faut évaluer. L'évaluation permanente, que ce soit du secteur public comme privé, il faut qu'on se rende compte que tu as pu atteindre les objectifs. Et les sociétés qui vont loin, c'est les sociétés
qui font l'évaluation des objectifs. Et à partir de l'évaluation, on peut savoir s'il y a un manque, s'il faut ajouter quelque chose, ou si vous-même, parce qu'on parle dans les textes organisant justement, dans le code du travail, il est inscrit la possibilité de licencier quelqu'un pour insuffisance professionnelle. Alors, comment on va évaluer quelqu'un sur le plan professionnel si on ne lui a pas assigné des objectifs, si on n'a pas évalué ses objectifs, si on n'a pas contrôlé le canevas? Et c'est là où il y a tout le désordre. Et le troisième élément que je voudrais apporter, c'est qu'on dit chez nous qu'on fait 8 heures au travail, mais difficilement on fait 8 heures de travail. C'est-à-dire que vous trouvez des gens qui peuvent venir à l'heure. Encore que c'est rare, surtout dans les administrations publiques. Voilà, je savais que vous finirez par là, maître. C'est rare que les gens viennent à l'heure. Moi, je vais imaginez à 7h30, maître Moignet, je suis à mon bureau. Non, je ne dis pas vous, maître professeur Sobo, je connais votre intégrité là-dessus. Merci. Je voudrais tout simplement dire que, imaginez un seul instant que quelqu'un qui soit recruté, qui arrive à l'heure et qui fait ses 8 heures de travail, et qu'il a devant lui des gens qui ne font rien, passe tout le temps à raconter le patois, et il se parle à chaque instant. Il y a quelque chose qui va naître, qui va faire de telle sorte que lui, il ne soit plus galvanisé à travailler, d'autant plus que le plus souvent, ceux qui ne font rien, d'ailleurs, c'est ceux qui gagnent plus. C'est ceux qui mangent par rapport à ceux qui travaillent, et c'est la société qui perd. Que ce soit sur le plan public, que ce soit sur le plan privé. Non seulement c'est une perte globale, mais les usagers aussi ont des problèmes. Imaginez un seul instant, vous allez à la poste, vous trouvez qu'il n'y a personne à 9h30, 10h, ça vous perd du temps. Et vous avez d'autres choses que vous ne pourrez pas faire. On revient donc à la notion d'heure que les autres ont rentabilisé. Et donc ces rivalités-là aussi contribuent négativement, lorsque ce n'est pas bien canalisé, à nous faire perdre beaucoup de choses et beaucoup de temps. Alors, en tant que responsable, quelle est l'attitude préconisée en cas de rivalité, Jean-Paul Ngoumou? Ben, au sein de notre entreprise, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut se défendre soi-même. Il faut dire qu'en réalité, il faut considérer la rivalité comme un défi. Comme un défi de s'élever ensemble. Nous avons un objectif commun, une vision commune développée pour 2035. Si on ne s'élève pas, on ne l'atteindra jamais. Donc, ce qui est important, et je suis très, très heureux que Maître ait repris un peu cette faille que je relevais dans l'organisation tout à l'heure, et quand Madame évoquait la responsabilité des RH, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Vous savez, ce qui compte aujourd'hui, et les Japonais l'ont initié il y a déjà quelques années, c'est le management participatif. Donc, tout part, en fait, de ce qu'on veut faire, et avec qui on veut faire, et quels moyens on met en œuvre. La responsabilité qu'il y a dans notre pays aujourd'hui, ce n'est pas tant de voir ce qui se passe au sein de l'entreprise, c'est de voir même comment ont été désignés ceux qui sont amenés à animer ces structures. Parce que c'est cette chaîne d'incompétence qui fait qu'à un moment donné, tout se transmet et se met en place et les sociétés n'aboutissent pas. Donc, si on commence aujourd'hui par redéfinir, par retoileter le mode de désignation des responsables, ça va suivre, c'est l'environnement, tout est question d'environnement en réalité. Quand vous avez un directeur général qui arrive pour X ou X raisons, il arrive dans un contexte où on parle de vol et autres, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, c'est d'abord la suspicion, et pendant qu'on passe des années sur la suspicion, l'entreprise n'avance pas. Et on s'entoure donc d'un certain nombre de proches et autres, et tous les autres sont mis à l'écart. Donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, et là je reviens encore sur les propos de Maître, c'est de vraiment mettre en place un cadre qui permette de suivre tout ce qui se passe en entreprise et de pouvoir sanctionner même ces atteintes, ces rivalités malsaines, négatives qui entravent la bonne marche. Madame Tchola? Oui, en fait, j'ai envie de dire quelque chose qui me semble important, c'est relever un peu ce que Maître Bondier a dit tout à l'heure par rapport à l'évaluation. L'évaluation est très importante, c'est vrai, dans le cadre du travail, mais seulement faut-il encore que cette évaluation soit objective. Parce que de toutes les façons, il faut noter quand même que dans le cadre des rivalités avec un supérieur hiérarchique qui ne voudrait pas qu'on se rende bien compte que la personne qui est en dessous, son collaborateur, des compétences au-dessus des siennes, on se doute bien que l'évaluation ne sera jamais objective. Pourtant, j'ai un cas de figure que je connais, un directeur administratif et financier qui ne savait pas faire des analyses financières. Et donc, ses collaborateurs, notamment un qui a de la compétence, ce qu'il faisait, c'est qu'il lui balance tout le travail
Et après, il brandit. Voilà, le travail a été fait. Mais seulement, ne respectant jamais les délais. Ou alors, mieux, quand il faut faire les analyses financières, il tombe malade. Il disparaît. Une fois, 3 fois, 4 fois, après, la direction générale va bien se rendre compte qu'il y a un problème. Alors donc, la personne qui est en dessous de lui a des compétences. Autant lui donner sa chance. Autant le dire, autant le marteler, autant le mentionner dans son évaluation en disant cette personne est compétente. Et bon, ça permet effectivement qu'ensemble, on puisse atteindre les objectifs sans nécessairement écraser celui-là, alors qu'en fait, en réalité, on n'a pas la compétence nécessaire. Donc je dis, et c'est plus grave chez les femmes, je ne vous en parle pas. C'est plus grave. Quand c'est dit par une femme. Oui, c'est plus grave pour les femmes. Les femmes avec les autres femmes. Les femmes avec les autres femmes davantage. Mais aussi les femmes envers des autres hommes. Parce qu'il faut dire que chez la femme, il y a déjà de gros soucis à la base. Mais quand il s'agit d'une femme qui doit évaluer l'autre femme, il faut se souvenir que ouais, voilà, la dernière fois, elle avait une chemise plus belle que la mienne. Elle change les voitures tout le temps. Son mari a plus de moyens que le mien. C'est dommage, c'est les problèmes que les femmes ont. Mais c'est les problèmes vrais et qui sont au quotidien. Manque d'objectivité, ça veut dire qu'on ne doit pas leur confier des postes de responsabilité dans des entreprises. Peut-être pas ça, parce que de toutes les façons, il y a également des femmes intègres. Il y a des femmes qui sont bosseuses et qui sont objectives. On ne va pas mélanger tout ça. Mais je dis, la difficulté également existe quand on est dans le cadre d'une femme qui gère une autre femme. À la limite, qui va empêcher à cette dernière d'évoluer dans sa carrière. Et de lui dire, tu resteras à ce poste toute ta vie. Tu es mon assistant, tu resteras là toute ta vie. Et moi, je vais évoluer. Et faire progresser les collaborateurs autour, les collaborateurs masculins autour. Et laisser celle-là qui reste une femme. Parce que, bon, voilà, finalement, elles ne sont pas en atome crochu. Ou alors, celle-là est plus bien foutue qu'elle. Donc, je dis, il faut être d'accord, les évaluations, c'est une très bonne chose, mais il faut être objectif. Il faut être objectif. Absolument. Voilà. Oui, si je peux ajouter quelque chose. Dans le cadre de la révision de notre convention, on a essayé justement de contourner cet aspect. Parce que vous savez, c'était même pas des évaluations. Cette forme de notation qui se faisait très subjective. Donc on a essayé de contourner cela en exigeant cette fois-ci la définition des objectifs et les moyens donnés à l'agent pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Et à cela donc s'ajoutent des critères classiques de discipline, d'assiduité et autres. Alors, Maître Bondier, est-ce que Jean-Paul Ngoumou avait terminé? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, Maître Bondier, est-ce qu'une rivalité peut donner le droit à un employé de porter plainte, contre une entreprise? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, comme je vous l'ai indiqué... Que prévoit la loi à ce sujet? Oui, comme je vous l'ai indiqué au début, la rivalité étant une agressivité qui a sa dose en fonction de ce que la personne veut faire, veut atteindre, il faut bien que ce soit réglementé. Et même au sein de l'entreprise, je vous indiquais au-delà des instruments internationaux, on a notre code du travail qui est là, et à l'intérieur de chaque entreprise, il y a ce qu'ils appellent généralement les règlements intérieurs, c'est-à-dire qui règlent un peu la situation intérieure. Mais il y a aussi des conventions collectives en fonction des groupes d'entreprises, etc. Tout cela concourt à avoir une saine émulation au sein de l'entreprise. N'oublions pas que le Code du travail a institué le contrôle sur le plan sécuritaire, que ce soit des conditions d'hygiène, de santé et même de travail. Si ces conditions ne sont pas remplies, il est libre choix à celui qui est indigent, à celui qui en a le besoin de saisir qui des droits. Généralement ici, l'inspecteur du travail. Mais là où je voulais rebondir, Audrey, si vous me le permettez, c'est par rapport justement à ce que Mme Chouala disait tout à l'heure sur l'évaluation. Les vraies évaluations, on ne peut pas les tronquer. On ne peut pas les tronquer, pourquoi? Parce que, comme il a indiqué tout à l'heure, quand on vous assigne des objectifs, encore que l'évaluation n'est pas faite que par votre chef supérieur hiérarchique, parce que vous savez que même le directeur général, lui-même a évalué. Il a évalué parce qu'au sommet du directeur général, il y a les associés, qui généralement, soit se constituent en conseil d'administration, soit ils ont une structure de contrôle. Et même à l'intérieur de certaines entreprises, il y a des structures de contrôle qui contrôlent tout le monde. Donc, s'il généralement il fait une évaluation fantaisiste, ça se saura, puisque les gens qui vont faire l'évaluation réelle, si ce monsieur ou cette dame a accompli les objectifs pour lesquels elle a été recrutée, on regarde tout ce qui a été fait par cette personne,
on saura qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce que là où je voulais mettre le doigt dans la plaie, c'est que dans nos entreprises, on a l'impression que lorsqu'on vous recrute, vous avez un tout venant. C'est-à-dire que vous pouvez tout faire. Il y a des obligations aussi inhérentes à la promotion de celui qui est recruté. Il y a ce qu'on appelle ici le recyclage, qui doivent être automatiques. Ce recyclage-là permet aux entreprises de prendre des cours, d'être formées. Et même à l'intérieur de l'entreprise aujourd'hui, ce n'est plus la subordination hiérarchique de l'époque, c'est la collaboration, c'est l'information. Et à ce stade-là, les employés doivent collaborer. Le supérieur hiérarchique ne vient plus avec le bâton pour dire faites. Mais parfois, il vient vous indiquer que vous avez peut-être mal fait par ici, la prochaine fois, refaites comme cela. C'est ça qui fait les grandes entreprises. Ce n'est plus tellement la concurrence malsaine, où vous voulez absolument piéger votre employé pour dire qu'il a été recruté pour rien. Ici, aujourd'hui, c'est amener son employé à faire son travail, parce que vous qui êtes au sommet, vous avez besoin de ce travail pour atteindre les objectifs que vous, on vous a assigné en tant que directeur général. Donc si c'est mal fait, vous serez aussi mal jugé. Ok. Donc, Madame Chola, vous voulez intervenir? Oui, s'il vous plaît, parce qu'en fait, j'ai le sentiment que quand vous le dites, c'est comme si on n'est pas dans la réalité. Parce qu'il y a une structure, je veux dire, dans les entreprises, même structurées, malheureusement, il y a des réalités. Mais on ne peut pas prôner... C'est sûr qu'on n'est pas là pour prôner, en fait. La médiocrité. On met en avant ce qui doit être fait. Tout à fait. Ce qui est bien d'être fait. Mais je pense qu'on a les téléspectateurs qui regardent et qui vivent la réalité, qui malheureusement est telle que les évaluations ne sont pas objectives. Alors, on a la chance ici d'avoir un délégué du personnel et qui est un représentant des employés. Alors, de manière concrète, est-ce que dans la vie en entreprise, ça se fait? D'accord, on a les directeurs généraux qui sont évalués, mais est-ce qu'en réalité, on le fait de manière objective? Ils sont même évalués. Ils ne sont pas évalués. Faut-il encore qu'ils soient évalués? Parce qu'il faut respecter en plus le job description. Pourquoi ils ne sont donc pas évalués? Mais il y a un problème. Il y a un problème. Le problème de fond, c'est quoi? C'est que déjà à la base, il faut comprendre où est-ce qu'on va. Les textes sont là. Est-ce qu'ils sont appliqués? Est-ce que c'est ça qui est mis en avant? Non, cela tient de la structuration des entreprises dans un pays comme le nôtre. Quand quelqu'un reste chez lui, crée son entreprise. Je crée mon entreprise. Je recrute qui je veux. Et les gens qu'il faut évaluer, c'est vous qui venez dans mon entreprise qu'il faut évaluer. Ce n'est pas moi qui ai mon entreprise et qui sait exactement les objectifs que je vise. Vous comprenez? Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'entreprises fonctionnent sur ce modèle. Mais quand il s'agit, M. Somo, d'une entreprise publique, d'État, voilà. Oh, oui, c'est même au niveau de l'État. C'est même plus grave en réalité. Même au niveau de l'État, il y a ce qu'on appelle l'appropriation de ces structures. C'est-à-dire que vous arrivez dans une administration dans laquelle il y a quelqu'un qui s'en est déjà approprié parce qu'en réalité, il rencontre à une hiérarchie complice, c'est-à-dire qu'une hiérarchie avec qui il s'entend parfaitement. Donc, et du coup, tout ce qui est avec lui, autour de lui et en dessous de lui, sont sous son contrôle. Et du coup, vous n'allez pas demander à ce qu'ils soient évalués. La preuve, aujourd'hui, on parle de plus en plus des missions de contrôle qui descendent, qui vont par-ci et par-là. Ces missions de contrôle, comment elles se comportent? Quand elles arrivent, elles atterrissent où? Elles atterrissent d'abord au sommet de la structure. C'est là qu'on définit qui on va auditer ou contrôler. C'est là-dedans qu'on essaye de voir sur quoi est-ce qu'on va mettre le point. Attention, aucune mission de contrôle ne viendra prioritairement dire « Ok, vous le patron de l'entreprise ou bien vous le chef, on est venu parce qu'il faut commencer d'abord par vous, qu'est-ce que vous faites X ou Y chose ?» Dans ces conditions, non seulement le contrôle devient impossible, mais en matière d'évaluation, comme vous dites, Madame Chola, qui définit cela? Alors, on va marquer une pause. Hein. Jean-Paul Ngoumou, vous voulez réagir? Oui, je vais réagir très rapidement pour dire que vous avez une société comme la nôtre. Vous avez un conseil d'administration et un directeur général. Ce qu'il faut savoir, c'est que les textes ne prévoient même pas de contrôle de ce conseil. Et ça peut se comprendre en réalité. Parce que c'est une société à 100% capital public. Et vous avez des administrateurs qui représentent l'État et certains administrateurs qui représentent la société civile. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, ce directeur général, en réalité, est pratiquement au-dessus
de ce conseil. Il n'y a aucune évaluation. Ce n'est que Yaoundé qui décide du jour au lendemain ce qui peut arriver. Alors on va marquer une pause, si vous voulez bien, on va revenir dans quelques minutes seulement. Rivalité en milieu professionnel, jalousie ou saine concurrence. Nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue. Je vous propose de regarder cet élément, de le suivre, et nous on se retrouve juste derrière. Le Vox Pop. Foirage, et puis le travail manque. Quand le travail manque, quand l'autre réussit à avoir le travail, vous attendez à quoi? Je ne peux pas dire que c'est une jalousie, une rivalité professionnelle. C'est juste une rivalité. C'est une concurrence simple. Les rivalités professionnelles sont plus basées sur la concurrence. Jalousie, c'est trop dire. Jalousie, ça veut dire qu'on en veut déjà à l'autre personne qui a son activité. Or, ça ne devrait pas être le cas. La rivalité professionnelle, ça peut être aussi de la jalousie. La jalousie, des fois, je ne sais pas comment dire, un manque de capacité de certains à accomplir les tâches que d'autres font avec facilité. Pour moi, la rivalité professionnelle, c'est d'abord un problème de jalousie. Parce que quand vous êtes en entreprise, quand vous êtes compétent, forcément vous attirez des collègues jaloux qui veulent votre poste ou qui ne sont pas contents que le top management remarque vos compétences. Beaucoup c'est la jalousie. Beaucoup c'est la jalousie parce qu'en vérité, il faut dire, le nègre a d'abord la jalousie dans lui. Le nègre n'est jaloux. Même quand il a l'argent, il veut toujours... Donc il ne veut pas que même toi qui as les petits miettes, le nègre est toujours jaloux de toi. C'est-à-dire quelqu'un a des millions, mais il est jaloux de celui qui n'a rien. Un peu comme la vie africaine dans la famille, parce que ça se répète aussi sur le niveau professionnel, parce qu'il y a les jalousies, la haine, la concurrence saine, il n'y en a pas trop, ils ne pensent pas. Il y a toute la concurrence déloyale, plus malsaine exactement. Ma façon de voir les choses, de comprendre votre question, je pense que ça a deux volets. Le volet concurrence et la jalousie en même temps. Parce que de nos jours, vous savez, il y a certaines personnes qui trouvent des emplois, mais ils ne sont pas rémunérés par rapport à leur niveau d'études. Il y a d'autres qui arrivent dans des entreprises par recommandation et du coup, il y a cette question de jalousie-là, en fait. Moi, je me base plus sur ce côté-là. Parce que bon, c'est vrai que nous tous, nous recherchons à ce que l'économie camerounaise nationale soit un peu améliorée. Donc forcément, il y a des entreprises qui font des rivalités, des concurrences pour essayer d'atteindre leurs objectifs et les autres pas, comme peut-être dans le marketing, dans le commerce. Il va falloir que certaines personnes soit baissent le prix, les autres haussent pour essayer de tenir le... Retour sur ce plateau, une réaction par rapport à cet élément que l'on vient de suivre, Madame Chouala? Alors en fait, on se rend bien compte que c'est un sujet qui alimente beaucoup de chaumières, mais davantage qui met en éveil ici ce souci qu'on a en entreprise, que ce soit en position d'employeur ou d'employé. C'est ce que je retiens du Vox Pop. Alors, mais j'ai quand même envie, c'est vrai, avant que le Vox Pop, j'avais envie de dire quelque chose. Oui, allez-y. Toujours dans le cadre des évaluations. Un chef qui arrive et qui dit, vraiment, comment une femme peut se retrouver dans les stocks? Dites-moi un peu. Est-ce qu'un seul jour, ce patron ou alors ce responsable donnera une évaluation objective? À mon avis, non. Parce qu'il a, a priori, des préjugés. Elle n'a rien à faire là. C'est pas son poste. Elle devrait être ailleurs. Alors je dis, on a beau avoir les job descriptions, mais parfois, il y a des moyens de sortie. Enfin, ou alors, dans ces job descriptions, on vous dit, en plus de ce que votre responsable hiérarchique vous donnera, c'est vague. Ça veut dire tout. Ça veut dire qu'il peut vous envoyer acheter, je dis ça veut vraiment dire que votre travail quoi. n'est pas clairement défini. Tout à fait. Alors, de manière objective, comment peut-on évaluer cet employé? Non, en même temps, Madame Chouala, en même temps, oui. En même temps, oui. je veux dire que lorsque quelqu'un arrive à un certain niveau de responsabilité, il y a parfois des perceptions, un ressenti, une expérience
qui défie toute logique. Et ça peut être dans un esprit pur, par expérience vécue, qu'un responsable d'une façon ou d'une autre peut tenir un propos de ce genre. À savoir, le poste de gestion de stock ne peut pas être tenu par une femme. Il a sûrement des arguments pour le faire. Ces arguments s'appuient, je dis bien, peuvent s'appuyer sur une expérience vécue, sur des analyses scientifiques démontrées, parce que vous le vouliez ou non, c'est vrai au nom de l'égalité entre l'homme et la femme. Oui, j'allais le dire. Ou sur le fait qu'on se dit qu'il y a des boulots que les femmes ne peuvent pas. Que les femmes revendiquent. Il y a des postes que les femmes ne peuvent pas occuper. Que les hommes ont la tête. Moi, je pense aussi qu'il y a des postes que les hommes ne devraient pas occuper, c'est-à-dire qui ne peuvent être réellement occupés que par des femmes. C'est donc normal qu'une femme arrive quelque part dans une entreprise et dit, mais attends, tiens, gestion de la cuisine, un homme, c'est pas possible. Il le dit parce qu'il sait que c'est la femme qui mieux s'occupera de l'ensemble du personnel de l'entreprise. Donc, je ne voudrais pas qu'on prenne cette assertion au premier degré. Tout à fait. Voilà. Non. On permet que M. Bondji dise quelque chose. Moi, je voudrais dire que il ne faut pas que Mme Chouala prenne cela toujours dans le sens négatif. Ça peut être aussi positif. Vous savez, quelqu'un peut le dire, pas toujours dans la volonté de nuire, mais dans la volonté de lui épargner peut-être les difficultés inhérentes au poste. Et je dis, même dans notre cadre, vous savez, les textes ne règlent pas tout. Il y a une dose de conscience humaine. Sinon, ce serait automatique. Vous faites ceci, on vous envoie là, la machine dit, c'est égal à ceci. La loi chez nous, sur quoi se fonde le juge? Les textes sont clairs. Sur la loi et sur sa conscience. Ça veut dire que la loi est là. Vous avez volé. Vous avez fait ceci. Le juge dit oui, le texte dit que vous devez avoir temps. Il reste un élément, et c'est sur ça que beaucoup d'avocats jouent, du moins beaucoup de personnes jouent, c'est sa conscience. C'est-à-dire que lorsqu'il prend la responsabilité maintenant de coucher par écrit la peine qu'il va vous infliger, ce n'est plus le texte. C'est vrai, il ne peut pas sortir du texte, mais il doit incurgiter maintenant la mesure qu'il doit vous donner. Et je dis un responsable, un vrai, parce qu'il y a les charlatans. Là, on met des maçons à la place qu'il ne faut pas, etc., etc. Donc ceux-là, ils jouent. Mais quand un responsable formé, conscient de ses responsabilités, pose un acte, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Ça peut être un acte mûrement réfléchi, comme le professeur Somo le disait, après avoir imaginé tous les sens. Mais ce qu'on leur demande le plus souvent, c'est de ne pas exprimer de manière brutale des décisions. Il faut amener la personne à comprendre le pourquoi de pourquoi. C'est pour ça que je parlais de collaboration tout à l'heure. Vous appelez votre employé, vous lui dites, OK, voilà ce que je remarque par rapport à ce poste, voilà. Et moi, je pense que vous pourriez peut-être faire autre chose ou être à tel endroit ou que d'être là. Vous en discutez. Alors, Madame Chouala, la décision. Oui, franchement, j'ai le sentiment peut-être que vous ne m'avez pas suffisamment bien cerné. Peut-être. Mais je suis d'accord avec cette approche. Ça, c'est quand on a affaire à une personne, effectivement, qui a suffisamment d'éléments pour pouvoir le dire. Seulement, ce n'est pas d'entrée de jeu. Parce que vous ne pouvez pas dire, a priori, une femme à ce poste sans avoir eu à travailler avec la femme ou alors avoir jugé ses compétences sur le terrain. Parce qu'en fait, il n'y a pas une étiquette qui dit cette personne est compétente ou elle ne l'est pas en raison du sexe. Alors, nous sommes dans l'ordre des principes. Nous sommes dans l'ordre des principes. Monsieur Somo, c'est ça que nous disons. Je veux bien votre en principe. Cependant, dans la formation à l'école, ce n'est écrit nulle part ici, comme il s'agit de gestion de stock. Alors les femmes, mettez-vous dehors. Je suis désolée. Il y a l'expérience, il y a le vécu. Il y a l'expérience et le vécu. L'expérience, justement. Qui fonde une décision d'un responsable à un moment donné. Ce n'est pas par intime conviction qu'il le dit, mais c'est à partir d'un vécu. Et il ne le fait pas dans le sens de dénigrer outre mesure la femme, mais en fait, c'est tout simplement parce qu'il est persuadé à partir de ce qu'il avait. Ça, c'est vous qui le dites. C'est ça que ça. Alors, on va rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent que le téléphone est ouvert pour ceux qui voudraient nous joindre. Le numéro de téléphone est certainement inscrit au bas de vos petits écrans. On va prendre les messages d'un téléspectateur.
M. Jean-René Va, que M. Jean-Paul Ngomo doit très bien connaître d'ailleurs. Alors, que faut-il faire? Il pose deux questions. Alors, j'espère qu'un panéliste va pouvoir répondre à ces questions. Que faut-il faire lorsque l'on est victime de jalousie allant vers la délation? Quelle action sur le plan professionnel ou légal? Première question. Est-ce qu'on peut lui répondre rapidement? Oui, très rapidement. Oui, la première des choses, c'est d'en parler à son supérieur hiérarchique. Vous pouvez même approcher la personne pour lui dire que peut-être ce geste que vous avez fait, ce n'est pas un bon geste, voir comment vous pouvez arranger ça à l'amiable. Si ça ne va pas, il y a votre supérieur hiérarchique. Si ça ne va pas, l'inspection du travail est là pour ça. Voilà. Alors, pour établir la deuxième question du téléspectateur, pour établir une saine concurrence, ne faudrait-il pas plus de transparence dans les recrutements, l'évaluation et les promotions? C'est ce que nous avons développé là depuis quelques temps. Voilà. Alors, une troisième question peut-être. La jalousie et la concurrence négative peuvent être le fait du supérieur qui lui-même, pour être promu, a usé des mêmes artifices, voilà, pour être promu. Les agents étant appréciés plus par la fidélité au patron que sur la compétence. Ça, c'est pas une question. Alors, c'est une observation. Voilà. Alors, comment réussir à encadrer une équipe bien qu'évoluant dans un climat de concurrence, M. Somo? Il est clair, hein, ceux qui tiennent les théories sur les organisations. Quelqu'un en ligne? Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? On a un téléspectateur en ligne? Peut-être votre collègue, confrère, Zingangula, peut-être? Oui, Zingangula n'est pas encore intervenu depuis là. Non, on n'a pas de téléspectateur en ligne. Le téléphone reste ouvert, le numéro de téléphone s'affiche juste au bas de vos écrans. On a quelqu'un en ligne? Oui, bonjour, c'est Zingangula. On se disait bien. Il était attendu. Hein? Bon après-midi, Zingangula. Bonjour, monsieur Somo, bonjour, madame Chalayo, bonjour, monsieur Ngomo, que je reconnais quelque part. Monsieur Jean-Paul Ngomo. Il est super bien. Objectif à atteindre. Mais dans les faits, on peut relever que c'est seulement dans certains métiers où la rivalité interne a une constante. Hein. Le reste du temps, la compétition intra-entreprise signifie qu'un objectif est en jeu. Une promotion, une augmentation, un dossier stratégique, d'où on peut parler de la rivalité qui mène juste à un fait de jalousie. Maintenant, il se peut que la rivalité soit externe à l'entreprise. Dans ce cas, elle devient agressive lorsqu'un contrat est à rapporter. Et là, Maître Bondier ne me dira pas le contraire. Et la rivalité extra-entreprise a la particularité d'être monnaie courante dans le milieu des hauts cadres qui sont ceux-là même qui pensent l'entreprise, contrairement aux salariés subalternes qui se distinguent plus en le cadre syndical. Et puis là, l'ampleur ici de la rivalité extra-entreprise conduit même très souvent à l'installation d'un état de fait délétère de concurrence malsaine qui peut faire plomber le fonctionnement général d'une entreprise. Et ça serait toute ma contribution. Merci et très bon débat. Oui, merci beaucoup Zingangula. On peut toujours compter sur lui, hein, comme d'habitude, avec des interventions poignantes. Oui, je voudrais faire un petit commentaire hein, sur ce qu'il dit là. Il y a un élément, effectivement, on a l'impression que les subalternes, comme il les appelait, se complaisent dans une approche syndicale de la chose. C'est-à-dire que cette approche syndicale voudrait que les gens se rapprochent. La concurrence et la rivalité se situe généralement beaucoup plus au sommet, c'est-à-dire au niveau de ceux qui en réalité. Je vous ai dit, dans une organisation pyramidale, au fur et à mesure qu'on monte, il y a le système s'étrique. Bon, ça veut dire que les sollicitations sont plus nombreuses et là, la concurrence cède le pas à une véritable rivalité et à un vrai affrontement. Là où il faudrait chercher une certaine... là où il faut chercher à arranger, à mon sens, les choses, c'est au niveau de cette hiérarchie, surtout dans un système qui est bien huilé, où il y a des gens qui doivent comprendre que lorsqu'ils sont arrivés à un certain niveau, il vaut mieux, lorsqu'on n'est plus très, très utile pour l'entreprise, il faut mieux qu'on se mette de côté. Mais dans un système comme le nôtre, où des gens craignent tout, où ils acceptent tout, sauf se mettre à la retraite au banc, alors ça devient de plus en plus compliqué. Alors pour revenir à la question que je vous posais, M. Somo, comment réussir à encadrer une équipe bien qu'évoluant dans un climat de concurrence? Oui, en fait, il s'agit tout simplement de transformer ce qui pourrait être des rivalités en concurrence saine. C'est-à-dire qu'une structure qui n'a pas de concurrence en soi est terne et ne peut pas opérer des sauts qualitatifs dans le sens de la progression. Mais
attention, si ces concurrences ou ces rivalités deviennent malsaines, comme Zinga Angoula a dit tout à l'heure, c'est là qui peut participer à plomber l'entreprise. Lorsqu'on a des rivalités au sein de l'entreprise, la première chose, à mon sens, à faire, c'est de cerner l'origine de ces rivalités. Il y a rivalité lorsque des personnes se disputent quelque chose, aussi simple que cela puis paraître. Il ne peut pas avoir de rivalité si nous n'avons rien à discuter. Bon, s'il y en a pour tout le monde, chacun se contente de ce qu'il a et il s'en va. S'il y a rivalité, c'est que quelque part, il y a quelque chose qu'on se dispute. Comment faire pour que dans une entreprise... Quelqu'un en ligne? Oui, M. Somo, terminez rapidement. Comment faire pour que dans une entreprise, que chacun soit à sa place et ait exactement ce qu'il veut? On a quelqu'un en ligne. Allô? Téléspectateur ou la téléspectatrice est partie. Allô? Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Alors, on va continuer, on va évoluer en attendant que le téléspectateur ou alors la téléspectatrice revienne. Alors, oui, je voulais ajouter dans la suite de M. Somo qu'il faut instaurer la concurrence en entreprise. Il faut l'instaurer à tout prix. Alors, moi, je voulais vous poser la question justement, hein, Jean-Paul Ngomo. Que doit-on privilégier dans une entreprise? Le dépassement de soi au mépris de la cohésion entre les employés? On va prendre le téléspectateur d'abord. On a quelqu'un en ligne? Allô? Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Alors, on va évoluer, Jean-Paul Ngoumou, justement. Oui. Doit-on privilégier le dépassement de soi au mépris de la cohésion? Mais le dépassement de soi, si on est dans un cadre vraiment concerté, s'inscrit dans la dynamique que j'évoquais tout à l'heure, la dynamique de relèvement global. C'est ce qu'on doit privilégier en réalité. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut instaurer la concurrence. Instaurer la concurrence dans un cadre bien défini pour que chacun puisse... on dit souvent que la somme des efforts individuels contribue à la somme... Justement, cette concurrence-là ne joue-t-elle pas sur la cohésion entre les employés? Non, c'est ce que je voulais savoir. Non. Quand les choses sont bien définies. Tout à l'heure, on a évoqué les plans de carrière, on a évoqué les profils. Quand tout est bien, quand le cadre est bien défini, il n'y a pas de raison que la cohésion soit entamée. Vous savez, on peut être 10 directeurs, 10 cadres aujourd'hui, 10 cadres supérieurs de même niveau, de même ancienneté. Si on désigne l'un d'entre nous, en fait, ça ne pose pas de problème. Le seul problème serait peut-être si il n'est pas très bon animateur, mais en réalité, il n'y aura pas de problème par rapport à la compétence, par rapport à un certain nombre de choses. Dans le cadre, la cohésion tient aussi à cela. Donc, une entreprise doit être organisée. Si on veut parler de cohésion, c'est à ça que je parlais d'organisation au début. La cohésion sociale tient d'abord à une bonne organisation. Et cette organisation donc, est tributaire, en réalité, des performances qu'on pourra atteindre. Monsieur Somo? Non, je suis... On va prendre le téléspectateur d'abord. Allô? Bonjour, comment vous allez? Nous allons très bien, merci. Comment vous appelle? Pardon? Comment vous appelle? D'accord. Vous voulez apporter votre contribution à ce débat? On vous écoute? Oui, vous êtes en direct. Vous êtes en direct, on vous écoute. Hein? Rivalité en milieu professionnel, jalousie au sein de concurrence, quel est votre avis? Ou alors vous avez un témoignage? Alors, est-ce qu'on a le téléspectateur toujours en ligne? Ok, on va évoluer. Monsieur Somo avait la parole. Oui. Oui, donc il s'agit, comme on disait tout à l'heure, d'inverser la valeur de la rivalité. La valeur de la rivalité, le concept même de rivalité, doit se comprendre comme la recherche de la performance comparativement à l'autre. Rechercher la performance comparativement à l'autre. Alors, si le mot rivalité a un autre sens que celui-là, il faut le mettre de côté et se contenter tout simplement du concept de concurrence. Car, à mon sens, la concurrence semble le concept le plus approprié au sein d'une entreprise, en ce sens que les objectifs de l'entreprise étant déjà définis, les récompenses des uns et des autres étant posées, les profils de poste étant probablement ce qu'on miroite comme les récompenses pour les uns et les autres, eh bien, qu'il y ait de la concurrence. C'est comme dans une école. On a quelqu'un en ligne. C'est ça. Oui, allô? Oui, bon après-midi. Oui, bon après-midi.
Oui, bon après-midi. Comment on vous appelle? Ruben Francis. Ah, Ruben Francis, oui. Comment ça va, Ruben Francis? Oui. Oui, ça va très bien. Et vous allez bien? On va très bien. Nous allons tous bien sur ce plateau. On vous écoute. Votre contribution sur le thème du jour. Oui. Très bien, je m'appelle Vincent. Alors, j'ai quelques questions à vous poser ou alors quelques contributions à apporter. Bien sûr, on vous écoute. Je veux savoir, dans la situation de rivalité dans une entreprise, des fois, on se retrouve dans une situation perverse, genre un employé qui craint, n'est-ce pas, d'être empoisonné. Comment on fait pour se protéger? Ou alors, quand on apprend que certains collaborateurs vont chez des sorciers, je ne sais pas, chez Alain Mbou, comment faire pour se protéger face à une situation pareille? Donc, je voudrais savoir, dans cette situation, qu'est-ce que je dois exactement faire? D'accord. Merci beaucoup, Ben Francis. Alors, je ne sais pas, hein. Peut-être M. Sobo va lui répondre, ou alors Mme Chouala souhaiterait répondre à Ben Francis. Cette question est trop compliquée pour moi. Je ne voudrais pas me risquer à une réponse, mais il pose là un problème qui me semble être un point déterminant dans les relations en entreprise. Parce qu'on a vu des disparitions, et vous savez que les morts suspectes, retrouver les auteurs est souvent très difficile et délicat. Il pose le problème effectivement de toutes ces pratiques magico-religieuses, mystico-religieuses. Et je crois qu'il y a des personnes habilitées à lui donner plus de réponses, ceux qui ont pour fonction. La prière, mais moi je pense, en homme de science que je suis, qu'il faut d'abord que lui-même reste dans ses principes ordinaux. Maître Bondieu, si vous permettez, on va prendre le téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Je vous appelle du Niger, Marie. Je vous appelle du Niger, je voudrais participer à l'émission. Vous êtes en direct, madame. Bon après-midi, on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute. Bonjour, madame. Bonjour, bon après-midi à vous. C'est vraiment pour vous encourager. Oui, merci beaucoup. Donc, je voudrais soutenir ma soeur qui est avec vous sur le plateau. Oui. Oui, on vous écoute, hein, madame. Nous l'encadrons bien ici. Les hommes qui parlent de l'idéal, c'est vrai, c'est l'idéal, mais malheureusement, dans la pratique, ce n'est pas ça. Allez-y. On vous écoute, madame. Donc, vraiment, les femmes, le réseau n'est pas tellement... Oui, mais nous, on vous écoute, hein. On vous écoute parfaitement bien, donc allez-y. On vous écoute sans problème, oui. Est-ce qu'on a toujours la téléspectatrice en ligne? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est une autre téléspectatrice apparemment. Bon après-midi, madame. Comment on vous appelle? Pardon? Je vous aime beaucoup. Ah, moi aussi, je vous adore. J'aime tous ceux qui me regardent tous les samedis, tous ceux qui nous regardent. J'adore les téléspectateurs, j'aime tout le monde. Merci beaucoup. Oh, je vous aime. Moi, je vous adore, tout simplement. Alors, qui avait la parole? Si je peux ajouter pas. Ah oui, peut-être. Maître Bondieu n'avait pas terminé. Je ne veux pas terminer. Je disais tout simplement qu'il doit rester dans ses principes. Oui. Et il doit faire son travail, rien que son travail. Et s'il estime ou qu'il a quelques indices qu'il y a des actes qui sont perpétrés, il peut saisir le tribunal, un engagement préventif pour tel ou tel autre, mais avec des preuves à l'appui. Il peut saisir son supérieur hiérarchique pour le lui indiquer, et il peut aussi saisir l'inspecteur du travail. Mais s'il continue, moi j'aime indiquer qu'il faut beaucoup prier. Il faut avoir la foi, et il y a des personnes indiquées pour cela, et qu'il se rapproche de cela pour renforcer sa foi. Voilà. Madame Chouala, ensuite Jean-Paul Moumou va intervenir. Oui, en fait, ce que je voulais dire, hein, c'est que malheureusement, on est dans un développement scientifique. C'est-à-dire que c'est difficile de pouvoir envisager aller dans le sens de il y a risque d'empoisonnement ou bien
tuer mystiquement, même si c'est des cas qu'on... Mais il faut y penser quand même, parce que c'est des cas réels. Hein. C'est vrai, mais de manière, je veux dire, de manière concrète et de manière concrète, résoudre ce genre de problème, parce que c'est pas comme si les gens s'étaient mis ensemble autour d'une table et projetés d'empoisonner, c'est-à-dire qu'il faut des éléments, concrets pour pouvoir aller dans le sens d'aller en justice, effectivement. Bon, c'est un peu difficile, scientifiquement, c'est un peu difficile de pouvoir prouver. Si vous prouver... trouvez, par exemple, un matin, des bouteilles sur votre chaise, des calebasses, des trucs, vous pouvez effectivement aller en justice. Ce sont des éléments. C'est les éléments qui peuvent vous permettre. Ce sont des éléments. Oui, ça tient souvent de l'intimidation. Hein. Et c'est ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas céder au découragement. Parce que le découragement montre en fait qu'on n'a pas confiance en soi. Et c'est d'ailleurs tout le problème que pose le sujet dont nous débattons. C'est quand on a confiance en soi, quand on est satisfait de sa situation, on est au-delà de ces questions de rivalité. Oui, sans vous couper, c'est ce qu'on appelle l'état psychologique de l'individu qui définit son niveau de vulnérabilité. C'est-à-dire que plus vous êtes conforté dans ce que vous êtes parce que vous avez confiance en vos compétences, parce que vous savez que vous êtes à votre place, vous n'avez usurpé la place de personne. En réalité, vous n'avez même pas besoin de faire recours à des ingrédients de ce genre, ni à faire foi à des propos ou à des menaces qui viennent d'une part ailleurs. Mais vous devenez vulnérable dès lors qu'au fond de vous-même, vous avez l'intime conviction que la place que vous occupez n'est pas la vôtre. Voilà, alors on va conclure cette émission parce qu'on est arrivé au terme de notre émission. Voilà, je me répète. Je vais commencer par Maître Bondier. Qu'est-ce qu'on peut dire en définitive sur ce sujet? En définitive, c'est que les rivalités sont une bonne chose lorsque c'est mieux cadré pour faire évoluer une entreprise. Mais il faut dire aussi que l'énergie, lorsque c'est dépassé, il vaut mieux canaliser cette énergie parce que c'est une agressivité. Et à ce moment-là, beaucoup de gens doivent jouer leur rôle. Et l'inspecteur et le chef d'entreprise, ils doivent canaliser les énergies par les médiations, par les conciliations, par l'arbitrage, pour amener des gens à connaître qu'ils travaillent pour la même cause. Voilà. Monsieur Somo? Oui, dans les entreprises modernes, la notion de rivalité devrait être proscrite. Dès lors que la structuration des entreprises est convenable, ce qui devrait exister dans les entreprises, c'est une saine concurrence dans laquelle les gens, se reconnaissant les compétences, essayent d'émerger et contribuent à l'émergence. Le concept d'émergence est à l'ordre du jour, voilà, pour que tous ensemble, on émerge. Rivalité, ça, c'est ce qui détruit. Et une entreprise moderne ne mérite pas qu'il y ait en son sein des rivaux. Des rivaux, c'est seulement à la maison, au quartier, lorsqu'on discute la même femme. Voilà. D'accord. Madame Chouala? Oui, en fait, ce que j'ai envie de dire, effectivement, c'est que les politiques RH, comme je l'ai dit tantôt au cours du débat, doivent se déployer pour que, finalement, les différentes politiques qui vont avec elles, notamment le recrutement, la formation et l'intégration, soient vraiment déployées. Mais aussi, en entreprise, il faut pouvoir travailler autour de la collaboration. On parle bien de collaboration, parce qu'en fait, finalement, il y a un seul objectif à atteindre, l'émergence de l'entreprise. Donc, c'est ce que je pourrais dire en définitive. Jean-Paul? Oui, je crois que les entreprises doivent développer la concurrence en interne pour plus d'innovation et pour, comme je disais tantôt, de primer le mérite et l'audace. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'espère que ce débat a été édifiant pour chacun de vous qui nous avez regardé. Merci aux panélistes d'être venus, Maître Bondier, Monsieur Somo, Madame Chouala, Jean-Paul Ngomo. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, particulièrement à Zingangula, une fois de plus, et à Ruben Francis aussi. On se retrouve la semaine prochaine lorsqu'il sera 13h dans ce même studio. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous. À bientôt.